Je suis là aujourd'hui pour présenter les premiers résultats obtenus par l'association Potamay. En 2015, on a fondé cette association avec un collègue qui s'appelle Jérémy, qui était trésorier à l'époque, j'étais présidente. Et l'idée était de produire du courant électrique au Congo pour améliorer les conditions de vie à partir d'hydroliennes. Donc c'est pour ça que sur notre logo, il y a dans le nez de l'hippopotame, il y a des hélices. Voilà. Donc Potamay, ça veut dire en lingala, Mai c'est l'eau. C'est vraiment un projet qui est très en lien avec l'eau, parce qu'on produit l'eau et on travaille sur l'eau à partir de l'eau. Voilà, et ça vient du grec. Potamos, c'est le fleuve en grec. Et nous, on l'a mis au féminin pluriel parce qu'on s'appuie sur les déesses qui sont au fond de l'eau. Elles sont très présentes aussi au Congo. On essaye de prendre la puissance qui est au fond de l'eau pour en faire quelque chose d'utile pour les populations et en particulier pour les femmes des zones rurales. Donc le projet s'appelle Installation d'une unité de service essentielle alimentée par hydrogène flottante sur le fleuve Congo. Donc on est au Congo, à côté de Brazzaville. L'idée, c'est de produire et de consommer du courant électrique 24 heures sur 24 pour l'accès de tous aux services essentiels. Alors pour commencer, je vous propose une vidéo très pédagogique. De ma belle surprise, je suis le premier canard du monde couvert par l'énergie hydrolienne. Je suis né dans l'USE de Lubasa. Ici, le courant électrique permet aussi de faire de la confiture. Le jus de mangue, les mangues séchées, écraser le maïs et le foufou et l'ordinateur et la lumière, bien sûr. Projet en images, donc l'hydrolienne est ici, ça produit du courant électrique. Au fond, vous avez le bâtiment qu'on appelle USE, Unité de service essentiel, et donc ça se situe sur l'île Mbamou, en face de Brazzaville. Alors notre hydrolienne, elle peut produire jusqu'à 10 kW, 24 heures sur 24, toute l'année. Et ce courant est envoyé donc dans la maison qui, elle, consomme l'électricité produite et la transforme en produits et services utiles et accessibles pour les habitants des villages alentours. Donc on s'adresse à 3 villages, environ 3000 personnes. Et au niveau de la maison, on a une petite entreprise qui assure la gestion et la maintenance du site, donc y compris bien sûr la maintenance de l'hydrolienne. L'USE est déjà un lieu de formation professionnelle, c'est un des objectifs, et de production artisanale, et donc un lieu d'insertion professionnelle pour les jeunes du village, pour les femmes, et ça offre aussi des débouchés pour les artisans et les agriculteurs. Donc la mise en service a eu lieu en octobre 2021, après pas mal de péripéties. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir de l'électricité pour produire de l'eau potable, stocker et transformer les produits agroalimentaires, avoir de la lumière, de la communication et des équipements pour l'artisanat et l'élevage. Alors, à qui s'adresse ce projet? Donc, on a dit les 3 villages les plus proches, environ 3000 habitants. Mais sur l'île où on travaille, il y a une vingtaine de villages. Donc, éventuellement, il peut y avoir plus de bénéficiaires. Donc, pour bien se repérer, là, on est en Afrique centrale. Hein, le Congo est là en jaune. Brazzaville, la capitale, qui est au bord du fleuve. Et nous, on travaille sur cette île qui est entre Brazzaville et Kinshasa, tout au bout de l'île, au niveau du village de Lubasa. Alors, on s'est mis là-bas parce que, comme c'est un projet pilote avec des technologies un peu innovantes, il fallait qu'on puisse être proche de la capitale pour suivre. Et au niveau de l'île, en fait, c'est le meilleur endroit. Il y a une accélération du fleuve à cet endroit-là, parce qu'il y a une montagne qui continue dans l'eau, donc il y a une accélération naturelle. Et pour mettre une hydrolienne, il faut que l'eau coule vite. Donc l'île s'appelle l'île Mbamou. La population vit principalement de l'agriculture et de la pêche. Il n'y a aucun réseau routier ni électrique. Il y a quelques groupes électrogènes, des panneaux solaires individuels, mais vraiment rares. Pas d'accès à l'eau potable, c'est-à-dire que les gens consomment directement l'eau du fleuve. Il y a quelques forages, mais c'est toujours des problèmes parce qu'il faut mettre du carburant pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc on part d'une situation où il y a quand même rien.
Mais cette île, elle joue un très grand rôle pour Brazzaville, parce que c'est une zone de production pour les maraîchers et les pêcheurs. Il faut savoir que le Congo vit à 75% de produits alimentaires importés, et malgré des ressources importantes dans le pays, il y a un problème d'infrastructure de stockage et de transformation. Enfin, il y a un manque d'infrastructure de stockage et de transformation. Et du coup, les productions parfois pourrissent sur place. Donc l'idée de notre projet, c'est vraiment pouvoir transformer et conserver localement. Le taux d'électrification est inférieur à 15% en zone rurale, donc c'est très faible. Et les bassins de production, ils sont en zone rurale. Voilà pourquoi on travaille là-bas. Donc notre solution est assez simple. On s'appuie sur le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Donc il y a vraiment de l'énergie à revendre. Et voilà, il nous fournit de l'eau et de l'énergie. Et on essaye d'en faire de l'eau potable et de l'énergie propre. Les objectifs sont d'améliorer durablement les conditions de vie et de créer des activités économiques locales qui soient durables. Je vais vous présenter les partenaires du projet. Alors, voilà, le projet est porté par 3 structures. Donc Potamaï au milieu, j'en ai parlé un petit peu. Alors Potamaï, c'est une partie de vous. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont membres de Potamaï depuis longtemps. L'hydrolienne, elle est fournie par Hydrogène, ça c'est la marque, entreprise Laquafil. Donc c'est David Adrian qui est ici, qui est le concepteur, donc avec qui je travaille depuis 2016 sur les études de faisabilité, et donc il est venu installer la machine au Congo. Le 3e partenaire, c'est Aide à l'enfance, sur la droite, donc Madame Angélique Bongolo, qui est la directrice des programmes, et donc une association congolaise qui fait de la formation professionnelle des jeunes défavorisés. Et donc c'est eux qui utilisent en fait l'USE. Voilà, mais après on a tous des compétences croisées, on va dire. C'est surtout évidemment Hydrogène qui fait l'hydrolienne. Là on a travaillé ensemble, on a fait les tests techniques depuis la France ensemble, parce que c'est Potamaï qui a fait les mesures de vitesse et profondeur dans le fleuve depuis 2016, pour voir à quel endroit on peut mettre la machine et comment être sûr qu'elle est bien adaptée aux conditions du Congo. C'est Potamaï aussi qui est venu casser la machine, enfin tout ce qui pouvait être cassé avant de l'envoyer au Congo. L'idée étant de vraiment faire des tests de solidité. Et donc on a poussé à simplifier un petit peu certaines choses. Voilà, et le projet est réalisé donc, grâce au soutien de 150 donateurs de Potamaï, qui sont à l'origine du fait qu'on a pu démarrer, parce qu'au départ c'était une idée, et il a fallu travailler un petit peu, se déplacer, communiquer pour mobiliser tous ceux qui sont en bas là. Et donc ça a commencé à se concrétiser grâce à une subvention du FFEM, Fonds français pour l'environnement mondial. On a répondu à un appel à projet en 2017, on a eu des financements en 2018. Donc c'est ça qui a permis vraiment que ça se concrétise. Voilà, mais ça a été quand même assez long de rassembler tout ce monde pour la réalisation. Alors maintenant un peu plus de détails, oui. Alors la solution technique, donc l'hydrolienne, c'est un bateau de 7 mètres de long, et le courant, il est utilisé donc pour faire du froid, transformer les produits de l'agriculture et de la pêche, faire de l'eau potable, alimenter des machines, des outils et des moulins pour l'aliment de bétail, et bien sûr charger des batteries domestiques, des lampes et assurer la communication. Et entre l'hydrolienne et tous ces équipements qui sont des équipements standards, il faut convertir le courant électrique en un courant de fréquence stable. Parce que l'hydrolienne, elle tourne, elle donne une tension et une fréquence tout à fait variables. Et donc, il fallait un convertisseur électrique. C'est un point qu'on avait un peu négligé au début quand on a monté le projet et qui a permis de passer 1 an à concevoir un convertisseur électrique, que je vais expliquer après. Donc, les résultats qu'on cible, au niveau de l'énergie, on a des panneaux solaires en plus de l'hydrolienne. Donc on cible 300 kWh par mois. L'hydrolienne 2000 kWh
sachant que la consommation mensuelle de l'USE serait de 1800 kWh. Ça, c'est pour le début, après, ça peut augmenter. Donc, 3000 usagers, création de 10 emplois locaux durables. Pour l'instant, on a 6 employés, mais ça va augmenter au fur et à mesure qu'on augmente les activités. Et beaucoup de formations. Ça, c'est un point très important. Des formations, que ce soit pour notre équipe ou pour les gens du village qui veulent apprendre une activité artisanale, agricole ou autre. Et donc, quels sont les produits et services essentiels par mois? Donc, on vise 150 000 litres d'eau potable. Voilà, ça c'est déjà fonctionnel. 1200 recharges de téléphone et lampes, à peu près 500 heures d'utilisation de machines à coudre, 1 tonne de farine diverses moulues, donc ils ont parlé du foufou, il y a aussi le maïs pour l'aliment de bétail, 150 kg de poissons transformés. Alors ça c'est pas encore commencé. On a commencé par les fruits. Vous avez un échantillon ici, hein, les premières confitures de mangue. 1200 heures de connexion internet et puis 45 poussins de un jour et 6000 pains par mois. Ça c'est par mois. Alors j'ai mis des points de suspension parce que c'est en fait tout ça c'est réalisé en concertation avec la population, avec les gens du village. Donc s'ils ont d'autres idées, on est très preneurs et notre rôle c'est de trouver les équipements et les processus pour pouvoir réaliser leurs idées de production. Alors les impacts attendus, c'est au niveau de l'éducation, de pouvoir avoir un accès à l'informatique et d'avoir de la lumière pour étudier à la maison. Donc ils peuvent recharger leurs lampes effectivement à l'USE. Au niveau de l'environnement, c'est l'énergie propre qui ne met pas de gaz à effet de serre et qui n'a pas d'impact sur la faune et la flore. Un des points importants du projet, c'est de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà, donc notamment diminuer la pénibilité des tâches dévolues aux femmes, savoir aller chercher l'eau, ça sera moins loin. Il y aura un pouce aussi, ça sera moins loin que d'aller jusqu'à Brazzaville. Et les moulins aussi pour préparer la chikwang, là c'est des pains de manioc. On a un moulin pour faire ça de manière électrique au lieu de faire ça à la main. Et puis toutes les formations s'adressent principalement aux femmes. Alors au niveau de la santé, on pourra offrir un stockage au froid des médicaments et l'accès à une alimentation de qualité produite localement et l'accès à l'eau potable, hein, la place de l'eau du fleuve. Et au niveau de l'emploi, donc il y a les emplois durables qu'on crée dans l'USE, mais aussi beaucoup d'activités qui vont se créer autour. Alors je vais vous parler maintenant un peu plus en détail de l'hydrolienne. Voilà, alors c'est un bateau. Son rôle, c'est de convertir l'énergie cinétique, donc la vitesse de l'eau du fleuve, en énergie pas chère, non polluante et 24 heures sur 24. Alors le bateau, il a quelques panneaux solaires. C'est une barge qui doit être autonome, donc ça permet d'avoir l'éclairage de la barge et d'alimenter aussi les guindeaux pour relever l'ancre. Ça c'est important parce que l'ancre elle est lourde. Par rapport à la taille du bateau, c'est une ancre qui est surdimensionnée. Parce que quand ça travaille, ça tire beaucoup en arrière. Donc il faut qu'ils aient des guindeaux électriques. Et ça permettait aussi de remonter le mât, mais on a mis maintenant un système mécanique. Donc les guindeaux, ils se trouvent dans le coffre à l'avant. La ligne de mouillage, puisque l'hydrolienne elle est accrochée avec une ancre au mouillage. Et cette espèce de toboggan, ça c'est le point vraiment important de cette technologie, c'est que la turbine, elle peut sortir de l'eau en quelques minutes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un rail de remontée et descente de la turbine. Le mât, c'est au bout de ce mât, donc il y a une turbine qui produit du courant. La barge a aussi un moteur hors bord, ce qui fait qu'elle se déplace elle-même, il n'y a pas besoin de la remorquer. Quand on veut l'installer, on démarre le moteur, on choisit l'endroit, on jette l'ancre, et puis on turbine. Bon, ça a l'air simple à dire, ça nous a pris 4 jours. Mais une fois que c'est accroché, voilà, ça marche. La barge elle-même, celle-là, elle a été faite en France, près de Lyon, au chantier Meta. Ceux qui naviguent un peu peut-être connaissent, c'est lui qui a fait le bateau de Moitessier, le Joshua. Donc c'est des spécialistes de l'alu très costaud. Et la turbine immergée, donc on ne la voit pas, elle est sous l'eau.
Bon, alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'hydroliennes qui existent de cette taille-là sur le marché européen. Et nous, on a travaillé avec Hydrogène parce que c'est le modèle le plus simple, le moins cher au moment où on a commencé à travailler, je ne sais pas maintenant, et surtout le plus robuste et le plus réparable localement. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que ça soit, que la maintenance puisse être faite par l'équipe locale. Voilà. Et alors, pourquoi c'est moins cher que toute énergie? La clé, c'est parce que c'est une énergie non intermittente. Le fleuve Congo, quand il coule, en tout cas, c'est toujours dans le même sens. Il n'y a pas de problème de marée. On est assez loin de la mer. Et puis, même sur la mer, en fait, le courant du fleuve a des répercussions sur la mer pendant pas mal de kilomètres. Donc, on produit du courant 24 heures sur 24, la nuit aussi. Du coup, il n'y a pas besoin de solution de stockage. Alors, on a quand même quelques batteries pour une autre raison. Mais voilà, on produit tout le temps du courant, donc il y a besoin de beaucoup moins de batteries que si on voulait une puissance équivalente avec du solaire. C'est 3 fois moins cher qu'un groupe électrogène et jusqu'à 5 fois moins cher dans les zones enclavées où il y a un carburant cher et aléatoire, ce qui est par exemple le cas du Congo où bien que ce soit un pays producteur de pétrole, on a régulièrement des pénuries. Et plus on s'éloigne de Brazzaville, plus le carburant peut être cher, parce qu'il est revendu par des revendeurs qu'on appelle Kadhafi et qui font une petite marge. Et du coup, un groupe électrogène peut être rapidement compliqué à exploiter. En termes d'environnement, ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas d'impact visuel, et ça ne découpe pas les poissons, parce que ça tourne assez lentement, et ça n'obstrue pas le cours d'eau aussi, qui peuvent passer autour. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne en faible profondeur. Alors nous, le modèle qu'on utilise, il faut quand même 4 ou 5 mètres. Le point vraiment important pour nous, c'est qu'il n'y a pas de génie civil. Il n'y a pas besoin de couler du béton. On a dit, on jette l'encre et ça tient. Donc il n'y a pas de barrage à construire, ni de détourner l'eau. C'est vraiment une production de courant au fil de l'eau. Alors là maintenant, c'est facile. Turbine relevable en 1 minute, ça c'était à l'époque des treuils électriques où on appuyait sur un bouton comme ça. Là, je vais vous montrer la manœuvre. Maintenant, c'est quand même peut-être 3 minutes. Mais c'est rapide à relever. Et donc, pour la maintenance, tout se fait à l'extérieur de l'eau. On n'envoie jamais un plongeur dans le fleuve Congo. Et heureusement, parce que là où on est, ça coule vite. Et en plus, on ne voit rien. Voilà. Et alors, le point très important pour nous, c'est qu'à terme, l'hydrolienne pourra être construite localement. Alors, pour l'instant, on en est à la démonter, la remonter, la réparer localement. Mais la prochaine hydrolienne, on pense bien la construire directement à Brazzaville et peut-être à l'USO. Donc ça, c'est quand elle était encore en France. On a fait des tests à Lyon sur le Rhône. Voilà, elle était encore toute propre, avec sa banderole. L'arrivée à Brazzaville, août 2021. Alors il y a un peu, là on est elle était prête en octobre 2019. On a fait les derniers tests en février 2020 sur le Rhône. Il était question qu'elle parte en mars 2020, mais on a stoppé à cause de la crise sanitaire, parce que le matériel aurait pu partir, mais pas les gens pour installer. Donc on a préféré suspendre. Et c'est pour ça que l'hydrolienne n'est partie qu'en janvier 2021 de France, dans un conteneur avec beaucoup d'autres matériel. Donc l'idée c'était de l'installer en mars, mais il y a eu les aléas du transport qui a mis 3 mois au lieu de 3 semaines. Alors c'est aussi, paraît-il, une conséquence de la crise sanitaire. Le virus a fait dérouter les cargos. Et quand c'est arrivé donc en avril 2021 à Pointe-Noire, la franchise de douane était expirée. Donc ça c'est un sésame qui permet de faire entrer du matériel dans le cadre des projets de coopération, développement, sans payer la douane. Mais il y a une date de péremption qui n'est pas écrite dessus, donc on a appris que c'était expiré quand c'était là. Et c'est arrivé la semaine où le gouvernement a changé, suite aux élections présidentielles. Donc le ministre avec lequel on avait signé le protocole d'accord n'était plus en poste. Et alors là, pour avoir une nouvelle franchise de douane, il a fallu attendre donc août 2021 pour la mettre dans l'eau. Et ça a été compliqué parce que pendant ce temps-là, les transitaires et les transporteurs, ils facturent par jour
la place, la location du conteneur et la place au port. Donc quand on a eu la franchise, on avait une petite facture de l'ordre de 10 000 euros et la caisse était évidemment vide. Donc il a fallu négocier pour faire tomber cette facture. Donc ça a été long, mais août 2021, avec une grande émotion, on a mis l'hydrolienne dans l'eau. Donc là, vous voyez, c'est au niveau du port de Brazzaville, voilà, à côté du bois qui revient du nord du pays. Et donc la mise en service a été programmée juste après, en octobre 2021. Donc là, l'hydrolienne est sur le fleuve, on est en train de chercher le bon endroit où jeter l'ancre. Alors comme il y a beaucoup de courant là où on travaille, la pirogue nous pousse aussi, parce qu'on s'est rendu compte que sur le Rhône, on arrivait à à remonter le courant, là c'était plus difficile. Voilà. Voilà. Donc là, celle-là, il n'y a pas de son, c'est moi qui fais le son. Donc ça, c'est notre pirogue, donc l'annexe, qui sert à faire toutes les manœuvres. Là, l'hydrolienne est en fonctionnement, donc c'est pour ça qu'elle se balance un petit peu. La turbine est au fond de l'eau, là. Et donc ça, c'est la manœuvre de remontée avec donc l'équipe de l'USE. Donc celui qui vient de monter à bord, c'est le gestionnaire logistique du site. Donc il travaille avec nous depuis 2019 et c'est lui qui est responsable de la maintenance. Donc il a suivi plusieurs formations. Dans le local technique, c'est lui qui maîtrise aussi, et la machine. Il a trouvé un mécanicien au niveau de Brazzaville qui est capable de démonter intégralement la turbine et de la remonter. Voilà, donc là, ils vont tirer sur un petit câble pour lâcher la pression. Bon, le caméraman n'était pas au courant que c'était... Quand il tire là, ça lâche le mât qui se met en sécurité. Et après, voilà, donc c'est des winches de voilier qu'on a mis pour remonter ça. Parce que les treuils électriques, ça tombe en panne. C'est des trucs en plastique noir, là au soleil, c'est pas bon. Donc voilà, tout est fait à la main maintenant, ce qui permet d'être sûr que ça marche. Alors, un de mes objectifs, ça serait que ça puisse être utilisé par un équipage 100% féminin. Et pour ça, il faut augmenter la taille des winches. Et sur la prochaine version, ça sera certainement fait parce qu'on aimerait donner du travail, pas que aux hommes, qui ont déjà beaucoup de travail au Congo. Donc, prochaine machine, probablement que ça sera un équipage féminin. Donc là, vous voyez les pales qui commencent à sortir. Donc il y en a un à l'arrière qui doit les retenir pour les mettre bien dans l'axe. Et le mât qui coulisse tranquillement sur son rail. Voilà, donc ça, c'était la turbine tripale. On peut aussi en utiliser avec 2 pales seulement. Et voilà, c'est rangé. Alors celui qui est à l'avant, qui mouline dans ce sens-là, lui remonte la boîte à eau. Là-dedans, il y a des résistances. Parce qu'en fait, quand on met la turbine dans l'eau, ça se met à tourner assez vite. Donc il faut charger le générateur. Donc il y a des résistances qui permettent de dissiper un peu du courant. Et ça sert de frein. Voilà. Et les résistances, elles ont aussi pour rôle, si l'USE ne consomme pas suffisamment de courant, ben automatiquement, il y a une machine qui s'en rend compte et qui renvoie le courant dans l'hydrolienne. Et à ce moment-là, on le dissipe dans le fleuve. Ça, c'est assez important parce qu'on travaille en site isolé, donc le courant, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc la boîte qu'on a vue là, c'est un peu c'est ce qui sert à dissiper le courant qui est en trop ou à freiner la machine. Comment vous faites pour transporter l'énergie, donc l'électricité, du bateau à terre? Ah, alors oui, ça c'est un point compliqué. Pas compliqué. C'est simple, il y a un câble électrique sous-marin. Il y a un câble. Voilà, il y a un câble, mais ce qui était compliqué, c'est de le faire tenir. Parce que il y a beaucoup de courant, c'est pour ça qu'on s'est installé à cet endroit-là. Et quand on a fait les essais en France, on n'avait pas essayé avec le câble. Parce que c'est très compliqué d'avoir déjà une autorisation préfectorale pour essayer l'hydrolienne dans le fleuve. On était sur le Rhône, donc on avait essayé juste l'hydrolienne avec ses résistances. On pouvait mesurer combien de courant on dissipait dans le Rhône. On avait juste chauffé le Rhône. Mais au Congo, on a l'objectif d'envoyer le courant dans la maison qui est là-bas, et on chauffe le fleuve juste au moment des manœuvres quand il faut freiner la turbine. Et donc il y a un câble qui quitte le bateau et qui va sous l'eau et qui va jusqu'à la maison. Et le passage vraiment critique, c'est le moment où il sort de l'eau pour arriver sur la machine.
parce qu'un câble c'est souple, et je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, il y a des choses qui flottent. Et notamment, on a eu des îlots d'herbes entrelacés, là, qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de diamètre, et quand ça se prend dans le câble, ça l'arrache. Et les 2 premiers mois, en fait, entre octobre et jusqu'à la mi-décembre, on a travaillé par essais successifs pour savoir comment fixer le câble pour qu'il arrête de casser, parce qu'on l'a cassé plusieurs fois. Une première fois, il y a des herbes qui l'ont fait reculer, et du coup, il est passé dans l'hélice. Donc l'hélice a coupé son câble. Enfin, cette première semaine. Hein. Du coup, après, il était la bonne longueur, donc il a fallu, on a réfléchi à comment bien le mettre. Et ça, la solution est venue de l'équipe locale, hein, parce que c'est des piroguiers, c'est l'habitude du fleuve, c'est des pêcheurs. Ils nous ont fait des bétons, des gros bétons. Alors Gérard a dit, faites des bétons qu'on peut soulever. Ils ont fait des bétons, je pense que c'était 4, ils doivent faire 100 kilos. Donc il fallait les jeter depuis la pirogue, c'était un peu dangereux. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, donc le câble est lesté par des gros bétons au fond de l'eau. Mais malgré ça, la partie où il remonte, c'était encore dangereux. Donc finalement, on l'a accroché à la chaîne de l'ancre sur 15 mètres. Pour qu'ils ne puissent pas, parce que les îlots d'herbe, ils ont à peu près 1,50 m de tirant d'eau, pour que ça passe au-dessus. Et là maintenant, donc c'est depuis mi-décembre, on n'a plus de problème de câble, là il est vraiment fixé. Donc il est lesté par des bétons, puis il monte sur la chaîne de l'ancre et il arrive sur l'hydrolienne, et il passe par un tube métallique rigide, parce que quand les herbes se bloquent là, ils y vont avec la machette pour les enlever, donc ils avaient aussi coupé le câble électrique avec la machette en fonctionnement. Donc ça, il ne faut pas le faire, et c'est pour ça que maintenant le câble est vraiment bien protégé. Alors c'est une manœuvre qu'on a faite plusieurs fois, et il est prévu dans 6 mois qu'on sorte le câble pour voir dans quel état il est, et qu'on puisse, soit on met le même, soit on change de sens, la partie qui était dans l'eau passera à terre et inversement. Soit on achète un nouveau câble, on va voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que les premières expériences, il y a eu un peu des frottements là. Voilà, donc ça on a appris en le faisant. Du coup, l'équipe est rodée pour la prochaine expérience de ce genre-là. Il est fourni en continu et il faut le transformer en alternative. Alors, l'hydrolienne elle fournit de l'alternatif, mais à bord c'est transformé en courant continu. Donc le câble transporte du continu. J'ai une question concernant les pièces, parce que vous dites assez facilement, on a racheté un autre câble. Vous les achetez en pièces sur place? Alors, le câble, on n'est pas encore en train de le racheter. J'espère qu'on le trouvera sur place, effectivement, parce que c'est super lourd, donc cher de l'envoyer. C'est pas une pièce compliquée, le câble. Donc, a priori, ça sera trouvé soit à Brazzaville, soit à Kinshasa. Et les autres pièces en général? Alors, les autres pièces, c'était une des inconnues du projet, parce que l'hydrolienne, avant qu'elle vienne au Congo, elle avait tourné maximum 4 heures d'affilée en France dans les essais. Donc on ne savait pas quelles étaient les pièces d'usure. Alors maintenant on sait. Une nouvelle valise de pièces depuis la France. Voilà. Mais là, avec ce qu'ils ont, normalement ils ont toutes les pièces à l'intérieur de la turbine pour plusieurs années a priori. Oui. Tu l'as mis très au large ou c'est à peu près à combien de... Alors là, elle est ça dépend de la saison, parce que l'eau monte un peu et descend, et on le voit un peu sur le film, hein. Elle est à 60 mètres du bord. Donc quand l'eau va descendre, la mer se rapproche de l'hydrolienne. L'idée qu'on avait au début, c'était de pouvoir la déplacer suivant les mois. Parce qu'on a fait des études de vitesse et profondeur du fleuve. D'ailleurs, Paul a participé, hein, c'est un grand technicien, hydrologue. Donc on a mesuré sur plusieurs années, parce qu'on avait le temps, pendant que l'argent n'arrivait pas, on pouvait mesurer, avec un GPS, hein, la vitesse, en se laissant dériver avec la pirogue, et la profondeur, pour vraiment choisir le bon endroit suivant les mois. Et a priori, en juillet et août, on serait mieux un peu plus loin du bord. Mais vu qu'on a mis 4 jours à bien l'accrocher, et que maintenant elle tient vraiment bien, et qu'on a eu une très grosse tempête il y a 2 semaines, et qu'elle n'a pas bougé, l'idée, c'est plutôt de la laisser où elle est et de faire les réglages en changeant la longueur des pales et l'incidence des pales. Si on change, on peut régler les pales de 10 degrés. Alors ça se fait à la main, hein. Il faut prendre une clé de 13 et puis dévisser. Il y a une quinzaine de boulons par pale, ça prend à peu près 1 heure en se mettant à 2. Donc on peut régler l'incidence.
et ça permet vraiment de moduler la puissance en fonction de ce dont on a besoin. La vitesse de l'eau, elle varie suivant l'année. En mars, ça va moins vite, juillet, août, ça va moins vite, les autres mois, ça augmente. Et en fait, par rapport aux mesures qu'on a faites, on s'est rendu compte que le mois où il y a le moins de vitesse, on pouvait produire au maximum 10 kW. Donc c'est pour ça qu'on a bridé en fait l'hydrogène à 10 kW. Le convertisseur électrique, il marche à 10 kW. Parce que ça ne sert à rien de faire des choses, parce que ça coûte plus cher de convertir 20 kW que 10 kW, donc on a préféré couper là où on a le seuil qu'on ne peut pas atteindre. Donc l'idée, c'est qu'on va modifier la taille des pales. On a on a un diamètre 3 ou diamètre 4 là sur place, mais on pourra peut-être en faire d'autres si on veut produire plus souvent. Bon, alors je vais passer un petit peu à l'USE, donc unité de service essentiel. Le principe, c'est de consommer 24 heures sur 24 l'électricité produite par l'hydrolienne pour la transformer en produits et services utiles et abordables pour les habitants des villages alentours. Alors, il a fallu définir qu'est-ce qui est utile. Alors, c'est même pas utile, c'est essentiel. Voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour les habitants des villages voisins. Donc, pour ça, on a fait plusieurs consultations et des enquêtes au niveau des villages. Et ce qui est sorti comme prioritaire, c'est l'eau potable, ex aequo avec la chaîne du froid. Donc, on a dimensionné notre USE pour qu'il y ait toujours de l'eau potable et de la chaîne du froid, sachant que même si l'hydrolienne est en maintenance, on a avec les panneaux solaires suffisamment d'énergie pour maintenir ces services-là. Après, ils ont parlé du moulin à foufou. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le foufou, c'est de la farine de manioc, ça remplace le pain à Brazzaville, c'est carrément essentiel. Donc, il n'y en avait pas du tout sur l'île. Donc maintenant, on peut écraser le foufou sur place. Sinon, ils partaient à Brazzaville en pirogue pour écraser. On a mis aussi le moulin à chipan, donc on peut faire un autre type de manioc. La chaîne du froid, la charge des batteries des téléphones. L'accès informatique, ce n'était pas jugé essentiel par la population, mais comme ça ne coûte pas cher du tout, que ça consomme très peu de courant, on l'a installé et ils sont déjà quand même assez intéressés. Et puis, pour l'aviculture, donc le petit élevage, on a de quoi faire l'aliment de bétail sur place et la couveuse. Alors ça paraît pas forcément indispensable une couveuse, mais en fait il n'y a aucun endroit au Congo où on peut avoir 21 jours de courant sans délestage. Donc on ne peut pas brancher ces petites couveuses électriques qui permettent d'avoir des poussins de 1 jour. Donc c'est vraiment un facteur limitant pour l'élevage. Pour ceux qui veulent démarrer un élevage et avoir des poussins tout neufs, là, ils ont beaucoup de difficultés. Bon, le plan, ça on l'a vu en vrai, donc on n'a plus besoin du plan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des grands espaces à l'intérieur, donc on peut ajouter des équipements au fil du projet, au fil des besoins. Et nous, on a travaillé sur l'optimisation de l'emploi du temps. C'est-à-dire que l'hydrolienne, elle va nous fournir, là en ce moment, on n'est pas à 10 kW, on travaille d'abord entre 2 et 4 kW pour commencer. Mais l'idée, c'est qu'on puisse les utiliser à tout moment. Donc la nuit, on fait du pompage, on remplit un château d'eau pour avoir une réserve d'eau qui est ensuite filtrée pendant la journée pour servir l'eau potable aux villageois. Une fois qu'on a fini de pomper, c'est l'heure de cuire le pain. Et après la journée, les artisans sont là pour faire la transformation agroalimentaire, donc ils vont faire des confitures, préparer les mangues pour le séchage. Donc en fait, ça travaille tout le temps. Alors les travaux de construction, ça a commencé en 2019. On a essayé de travailler le plus possible avec les matériaux locaux. Donc ça, c'est les cailloux qui sont sortis du fond du fleuve là, pour faire les fondations. Les briques, j'en parle un peu, parce que c'était quand même une épopée, ces briques. 11 000 briques de 12 kilos qui sont venues de Brazzaville en pirogue. On a pris des briques en terre compressée pour avoir une bonne capacité thermique de la maison. Voilà, donc c'était quand même des convois de 7 tonnes. Voilà, l'équipe locale, et donc toute la logistique s'est faite avec les petites pirogues là qu'on voit au milieu, parce que les gros bateaux ne peuvent pas accoster au niveau du site du projet.
Au départ, il était question de louer une barge, de tout mettre dessus et puis de livrer une bonne fois les matériaux, mais c'était pas possible. Alors l'USE en fonctionnement, donc ça c'est les images de 2022, 2021, les mangues séchées. Alors on a un four à pain qui sert à faire du pain, mais aussi à faire du séchage de fruits, et c'est les mangues séchées, bon, j'en ai pris, désolé, c'est très bon. La formation en couture, ça a démarré en février, donc pour les femmes des villages voisins. Et l'idée, c'est qu'elles puissent d'abord apprendre pendant 6 mois. C'est un cycle de 6 mois avec le formateur, là qu'on voit en bleu. Et une fois qu'elles ont appris, elles peuvent continuer à utiliser les machines de l'USE. Donc soit si elles ont elles-mêmes des clients, des marchés, si elles savent un petit peu gérer, elles peuvent s'installer comme couturières et payer leur cotisation pour utiliser la machine. Mais celles qui n'ont pas forcément les capacités de gérer une activité, mais qui ont appris à coudre, elles peuvent venir et travailler pour l'USE. Par exemple, on va faire tous les uniformes pour les écoliers. Donc elles pourront à ce moment-là travailler en tant que main-d'œuvre et être payées autant qu'elle a passé à faire son travail. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des villages, il y a quand même la plupart des femmes, elles ont quitté l'école assez tôt. Elles ont des enfants parfois vers 14-16 ans, bon, à 22 ans elles peuvent en avoir déjà 4. Donc c'est un peu compliqué pour avoir appris à gérer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets au Congo où on dit on va faire des activités génératrices de revenus pour que les femmes soient autonomes, et puis ça plante parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, ou alors elles ont peut-être appris la technique, mais elles n'ont pas appris à gérer leur trésorerie. Donc ici, on va proposer de pouvoir travailler sans gérer la trésorerie, celles qui préfèrent. Donc en haut, là, c'était la réunion d'information pour s'inscrire aux formations. La couture a commencé et ils vont démarrer aussi les formations en transformation agroalimentaire dans les semaines qui viennent. Voilà, et en bas à droite, c'est les moulins. Alors les moulins, c'est des grosses machines qui utilisent du courant triphasé. Et on aurait du mal à les faire fonctionner avec des panneaux solaires. Donc c'est vraiment, la couture, ça marcherait avec du solaire, mais le pain, les moulins, là on a vraiment besoin de la puissance de l'hydrolienne, et c'est un peu la valeur ajoutée du projet par rapport à d'autres projets en site isolé. Là on a vraiment de la puissance pour l'artisanat. On peut faire de la soudure aussi, on peut faire des choses qui demandent beaucoup d'énergie. Alors la gestion de l'USE, comment ça va se passer? Tout ce qui est produit, tous les services qui sont dans ce bâtiment, ils sont vendus aux habitants des villages alentours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est gratuit. S'ils veulent de l'eau, ils vont payer l'eau. L'idée, c'est que ce soit moins cher et de meilleure qualité que ce qu'ils ont déjà. Alors pour l'eau, ils boivent l'eau du fleuve. Donc nous, on propose meilleure qualité. Voilà, ce sera par bidon de 25 litres. Ils viennent se servir directement à la fenêtre du bâtiment. Voilà, l'idée c'est comme chaque chose est pas chère mais quand même payante, et puis qu'ils sont nombreux comme usagers, on a un modèle économique sur le papier qui est tout à fait rentable et durable. Alors un des objectifs de 2022, c'est de comparer le modèle papier au modèle réel, dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer, et on aimerait pouvoir calculer quelles sont les recettes d'un projet de ce type. Alors, on les a déjà anticipés, hein, on a fait beaucoup d'études de marché, tout ça, mais c'est maintenant que ça commence qu'on va pouvoir le mesurer. Ce qui nous a pas mal occupé aussi, c'est les formations. Donc on a fait la formation à la maintenance de l'hydrolienne, la maintenance du local technique, et des formations donc, en artisanat et transformation agroalimentaire. Alors sur la formation du personnel, donc là c'est... Là-haut, c'est la formation winch. Au début, hein, ils n'avaient jamais vu cet objet, donc on s'est entraîné pas mal dans le bon sens. Et ici, là, c'est le mécanicien, donc Jules, là, qui vient de Brazzaville. En plus, c'est un mécanicien de voiture, mais bon, c'est un bon mécanicien, donc il a assez rapidement compris comment fonctionne la turbine. Et c'est lui qui est capable de la démonter, de la remonter. On a fait des petits films pour faire un tutoriel parce que on s'est rendu compte que personne ne lit les modes d'emploi en PDF en tout cas. Et l'idée c'est que ce soit Jules qui aille former les prochaines équipes qui auront des hydroliennes dans leur village. Donc là, ceux qui travaillent là-haut, donc celui qui est en bleu c'est le piroguier,
Et les autres, ce sont les gardiens du site, en fait, qui sont également formés pour utiliser l'hydrogène. Et l'eau. C'est 10 personnes qui gèrent tout ça, en plus de la sécurité? Alors, pour l'instant, ils sont 6. D'accord. Et ils sont responsables, oui, enfin à eux 6, pour l'instant, ils font tout. Mais on n'a pas encore toutes les activités de production artisanale. Donc, a priori, ils vont être, au cours de l'année, ils vont être 8 et probablement 10 quand ça sera en régime nominal de fonctionnement. Il y a un recrutement en cours pour une gestionnaire qui sera responsable donc, de la partie transformation agroalimentaire et de mobiliser les femmes des villages pour venir travailler aussi. Parce que l'idée, c'est qu'elles puissent travailler à la tâche. Elles ne sont pas disponibles pour s'engager à prendre un emploi fixe, mais qu'on puisse en avoir plusieurs qui travaillent ponctuellement. C'est pas que les 10, en fait, quand on calcule nos résultats, on va mesurer en équivalent temps plein, mais l'idée, ce serait plutôt d'embaucher ponctuellement davantage de monde du village, plutôt que d'avoir des emplois fixes dans la cuisine. Oui. Oui. Alors, finalement, on pensait prendre l'eau du Congo, parce qu'elle n'est pas loin. La maison, elle est à 80 mètres du fleuve. Donc l'idée initiale, c'était de pomper l'eau du Congo et puis de la filtrer et de la purifier. Et en fait, les plombiers nous ont dit que c'était une idée bizarre, qu'on allait colmater nos pompes tout de suite parce que l'eau du Congo, elle est très chargée en limon, en plein de choses. Et donc, ils ont préféré faire un forage derrière l'USE. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, on a l'eau du forage qui est quand même un petit peu sableuse. Il y a des filtres, il y a 6 filtres avant d'arriver à une lampe UV. Ça nous semble de l'eau parfaitement claire. Ça a été un peu long. C'est la semaine dernière qu'on a enfin eu l'eau définitive. On parlait. Les usagers, ils sont contents ils ont l'habitude de boire l'eau du fleuve. Donc, Alors, il y en a qui sont contents de l'eau du fleuve. Oui, c'est ça, parce que certains. Il faut changer leurs habitudes. Ouais, alors ceux qui sont contents de l'eau du fleuve, ils vont aussi avoir l'eau du fleuve, mais ils ne sont pas très nombreux. Ouais. La dernière enquête qu'on a faite, vraiment, c'était un point crucial. Et alors, ceux qui ne veulent pas boire l'eau du fleuve, pour l'instant, ils vont à Brazzaville remplir leur bidon jaune, le fameux bidon de 25 litres. Quand ils arrivent à Brazzaville, ils prennent de l'eau du réseau de la ville, que moi je considère comme non potable, hein, on ne la boit pas. Il y a plein de gens qui la boivent, mais c'est pas de l'eau officielle. Enfin, en tout cas, elle n'est pas testée. On est d'accord, elle n'est pas potable. On peut le dire, elle n'est pas potable. Mais voilà, donc ils ramènent de l'eau non potable et ils payent le bidon à peu près à 300 francs parce que le piroguier facture le transport du bidon. Voilà, donc et nous sur place, on s'est mis d'accord avec eux, hein, on sortira le bidon à 100 francs. Et ça, ils peuvent venir le chercher en brouette, à pied, comme ils veulent, donc il n'y a pas de transport. Voilà. Bon, l'idée étant que si on voit qu'ils envoient les petites de 12 ans porter les 25 kilos, là, on va mettre des amendes. Mais effectivement, l'eau, c'est vraiment le premier service qui doit être là et qui ne doit pas être interrompu. Et a priori, on va desservir beaucoup plus que ces 3 villages qui sont proches, parce que ceux qui sont là, sur l'île, il y a 24 villages, et c'est assez vaste. Et en fait, tous ceux qui sont sur la rive, qui regardent Kinshasa, ils passent devant l'USE pour aller à Brazzaville prendre leur eau. Donc ils ont déjà dit qu'ils déposeraient leur bidon. Alors après, j'ai un petit point sur le convertisseur électrique. Si, oui, il faut quand même que je vous en parle, parce qu'on croyait que c'était simple, ça ne l'était pas. L'hydrogène produit un courant tout à fait instable. Et donc, on ne peut pas directement le brancher un moulin dessus. On peut brancher des résistances, mais c'est tout ce qu'on peut faire avec. Donc, on s'en est rendu compte au cours du projet, quand le premier fournisseur qui avait fait un devis pour la conversion de l'énergie a fui, disparu. Donc, heureusement, on était en contact avec Schneider Electric sur ce projet. On ne savait pas trop si ce serait un mécénat, un financement ou autre. Et ça s'est concrétisé par le fait qu'ils nous ont mis à disposition un ingénieur qui a conçu le convertisseur électrique sur mesure pour le projet par rapport au cahier des charges qu'on lui a fourni. Donc, il fallait déjà lui dire qu'est-ce qu'on va brancher et qu'est-ce que l'hydrogène produit.
Alors, sauf que nous, on ne savait pas exactement, mais enfin, voilà, on a fait par essais successifs, et il nous a fait un très beau schéma, et il nous a commandé un onduleur d'éolien qu'on a testé d'abord, pour voir si ça marchait avec la génératrice de l'hydrolienne. Alors, comme on ne pouvait pas faire dans l'eau, on a entraîné la génératrice avec une moto. C'était des tests un petit peu compliqués au début, pour se rassurer de la compatibilité du matériel. Voilà, donc ça c'était septembre 2019, entraînement de la génératrice de l'hydrolienne par une moto pour tester hors de l'eau les premiers éléments de la chaîne de conversion. Alors c'était quand même pas très bien engagé, hein. Heureusement Schneider Electric nous a pas lâché, et puis on a trouvé donc Jean-François qui est ici, qui est venu installer tout ce schéma. On a appelé le Père Noël parce qu'au fur et à mesure que le convertisseur devenait un projet dans le projet avec des factures énormes, Jean-François il trouvait dans les placards les trucs dont on avait besoin, et puis il les mettait dans des colis gratuits pour les envoyer dans le conteneur. Donc on l'a appelé le Père Noël, et on a fait quelques tests avec lui avant de partir dans l'atelier de David à Lyon. On a testé toute la chaîne de conversion sans l'hydrolienne pour se rendre compte que ça fonctionnait. Et ensuite, il est venu l'installer avec la casquette de Énergie sans frontières cette fois-ci, pour des histoires parce que Schneider Electric n'avait pas encore déconfiné les voyages. Donc il est venu avec Énergie sans frontières et avec 2 autres collègues pour faire un chantier école, donc installation du convertisseur et des panneaux solaires. Et ça leur a permis de former 3 électriciens de Brazzaville au fonctionnement de tout ça. Donc on a un local technique, il n'y a pas beaucoup de monde qui a le droit de rentrer, donc il y a Patrick le gestionnaire, moi j'ai le droit aussi, et puis les électriciens qui sont à Brazzaville. Mais le reste de l'équipe n'est pas habilité, parce qu'il y a quand même de la puissance là-dedans. Donc en 2 mots, dans le local technique, on réondule le courant que l'hydrolienne nous envoie, mais l'onduleur il ne sait pas travailler tout seul, il a besoin de voir un réseau 50 Hz. Donc on a des batteries qui permettent de créer un réseau 50 Hz dans lequel l'hydrolienne envoie sa puissance. Voilà. Et les panneaux solaires aussi qui sont là pour compléter le courant. Donc c'était pour la technique, c'était tout, mais vous avez droit à des questions encore. Le débit du fleuve, il est de combien à peu près? Alors j'ai oublié parce que nous on travaille avec la vitesse. Il y a une formule pour lier la vitesse au débit. Et nous en fait on mesure la vitesse au niveau de l'hydrolienne, on la mesure chaque semaine. Et comme c'est un projet pilote, c'est très important de pouvoir avoir une courbe pour corréler la puissance produite avec la vitesse de l'eau. Et en ce moment, dans ces vitesses basses, on est autour de 1,3 mètres par seconde. Et a priori, ça va monter là où on est jusqu'à 2 mètres par seconde. L'hydrolienne peut fonctionner jusqu'à 3 mètres par seconde et à partir de 1 mètre par seconde. Voilà, nous, on est entre 1,5 et 2,5, on est plus à l'aise. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un effet de site, là où on est. Si on va un peu plus en amont ou plus en aval, le courant, la vitesse est largement diminuée. Oui. Juste pour la suite, si jamais il y avait des besoins de consommation supplémentaires, là, avec toutes les contraintes techniques que vous avez expliquées, vous êtes contraint par un couple, une hydrolienne, une USE, ou éventuellement on pourrait mettre une hydrolienne plus grosse, différentes USE et construire un mini réseau de distribution? Donc pour l'instant, nos contraintes sont principalement mécaniques, c'est-à-dire qu'on est assez confiant sur cette technologie. L'idée, c'est de la construire sur place, la prochaine hydrolienne. Enfin, les prochaines, il y en aura plein, on en parle bientôt. Et si on la construit sur place, on peut la faire plus large, parce que là, elle était dimensionnée par la largeur du conteneur. Et si elle est plus large, on a plus de place pour mettre des gros winches, donc on peut aller chercher tout le potentiel de la turbine, qui elle-même peut produire jusqu'à 20 kW. Voilà, pour l'instant, ça s'équilibre parce que les gens du village, ils ne sont pas habitués à avoir quelque chose qui fonctionne près de chez eux. Donc, ils ne sont pas encore tous en train de venir travailler en même temps. Voilà, ça se fait petit à petit. Donc, au fur et à mesure que les gens du village ils se mobilisent pour utiliser les machines, faire des choses, nous, pendant ce temps-là, on augmente la puissance de l'hydrolienne. Donc là, pour l'instant, la production et les besoins convergent. Mais voilà, c'est un équilibre qui n'est pas forcément évident. Voilà, alors,
quelques points financiers. Voilà, le montage financier. Comment on a financé ce premier projet? Alors, c'est 100% des subventions et des dons. Donc, j'avais déjà montré tous les logos tout à l'heure. Voilà, le principal soutien financier, c'est FFEM, Fonds français pour l'environnement mondial, avec qui on est encore en discussion pour la suite. Alors ça, c'est des fonds publics français. C'est un programme de l'Agence française de développement. Le deuxième financeur, c'est Total Energy. Alors, ils ont commencé doucement. Et puis là, en 2021, on dirait qu'ils ont vu qu'on était des gens sérieux, qu'on allait réaliser le projet. Donc il y a 2 nouvelles subventions qui se sont concrétisées, ce qui fait le deuxième soutien financier actuellement. Et il y a eu aussi la fondation ENGIE et ISA, qui est une fondation de Vinci, spécialisée sur l'Afrique, qui ont financé principalement la construction de l'USE. Voilà, après on a 2 petites subventions de Fondation Agir Sa Vie, Agence des micro-projets. Et puis, la Potamaï, donc tous les donateurs qui nous soutiennent depuis 2017 ou 2016 pour certains. Donc la part des donateurs, c'est plus petit que le reste, mais c'est extrêmement important parce que c'est ça qui permet d'absorber tous les imprévus. Parce que les subventions des autres, ils ont un budget avec des lignes budgétaires assez fixes. Hein, ils veulent savoir exactement qu'est-ce qu'ils financent et on ne change pas trop au cours du projet. Et alors, sauf que nous, c'est un projet pilote. En fait, il n'y a rien qui se passe comme c'était prévu. Absolument rien. Donc, voilà. Donc, c'est très important pour nous d'avoir des soutiens des donateurs de Potamaï. Et donc, je remercie ceux qui sont dans la salle, parce qu'ils sont nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? On a dépensé presque tout. Hein. Alors, le gros c'est l'hydrolienne. Voilà, alors c'est un prototype, c'est fait en France. Là-dedans, ça comprend aussi les tests. Donc, les prochaines seront moins chères parce qu'on va construire la coque au Congo et faire venir la turbine, les éléments un peu plus techniques. Donc là, on est en train de faire des devis sur Brazzaville et Kinshasa, voir comment construire la machine localement. Le convertisseur, en revanche, il sera plus cher pour les prochaines versions parce que Schneider Electric a donné beaucoup de choses gratuites. Ils ont fait comprendre que la gratuité avait une durée de vie limitée. Donc prochainement, il faudra acheter le matériel. Le transport du matériel, alors ça c'était très cher. Hein, parce que ça avait pris, en plus avec la crise sanitaire, ça avait beaucoup augmenté. Ça c'est quelque chose pour les prochains projets, normalement ça va beaucoup diminuer. Construction de l'USE, a priori ça devrait être stable, ainsi que les équipements. Le personnel local aussi. Et la gestion de projet, bon, ça peut diminuer. S'il y a plusieurs projets similaires en même temps, en fait, on mutualise le coût. Mais on estime à peu près, pour faire un autre projet similaire, ça serait 550 000 € le prochain, à peu près. Voilà, par hydrolienne plus USE. Alors, si on garde les mêmes ordres de grandeur, encore une fois, on peut faire des modèles plus gros, mais pour l'instant, on va essayer de faire la même chose. La même chose dans d'autres endroits. L'idée étant de s'éloigner de plus en plus de Brazzaville. Le projet pilote, il est proche de Brazzaville parce que c'est plus facile à suivre. Mais après, l'idée, c'est d'aller vraiment au fond du pays. Alors, le prochain site qu'on a identifié, il est à 8 heures de voiture de Brazzaville. C'est une autre histoire. Alors, sur le fleuve Nyari, un autre fleuve. Voilà. Après, j'ai la carte quelque part. Alors, pourquoi les objectifs? Donc là, on se raccroche aux objectifs de développement durable. Je ne sais pas si vous êtes familiers, hein, c'est des objectifs qui sont définis avec les Nations Unies. Donc nous, principalement, c'est l'objectif numéro 2, accès de tous à une alimentation saine, nutritive et suffisante. Donc ça, c'est notamment la chaîne du froid 24 heures sur 24, qui permet de conserver des produits alimentaires au village. Voilà, il faut savoir que pour l'instant, les villages aux alentours sont considérés comme en insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'on a fait des enquêtes en février. Toutes les semaines, il y a des gens qui ne mangent pas parce que soit ils n'ont pas d'argent pour acheter à manger, soit ils ont de l'argent mais il n'y a rien à vendre dans le village. Il faut aller jusqu'à Brazzaville, il n'y a rien. Voilà. Ou alors ils ont de l'argent mais il n'y a pas la monnaie. Alors ça, on a rencontré quelqu'un qui a passé une journée avec un billet de 10 000, elle n'a pas mangé. Hein.
Donc, voilà. En tout cas, donc, c'est pas seulement la chaîne du froid. Nous, on veut proposer aussi que les gens puissent acheter un système de troc au niveau de l'USE. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de poissons et qui veut faire une formation en couture, ou plutôt un papa qui est pêcheur, il y a du poisson, il va donner ses poissons à l'USE, on va transformer, on va en vendre, et c'est avec ça qu'il va payer la formation en couture de sa fille. Donc ce système de troc, ça va permettre aussi de travailler sans argent parfois. Et on va proposer aussi à celui toujours qui a du poisson ou des mangues, qui puisse livrer ses mangues, soit il prend son argent tout de suite, soit il laisse l'argent. Et là, donc, il a, sur le cahier, il y a marqué qu'il a son argent ici. Ça permet de garder l'argent, parce qu'ils n'y arrivent pas du tout à épargner. Il y a toujours des imprévus, des histoires, donc ceux qui ont l'argent dans la poche, le soir, c'est obligatoirement fini. Pour des raisons tout à fait... c'est sûr qu'il n'y a pas assez d'argent, donc c'est fini. Donc s'ils le gardent au niveau de l'USE, ça peut permettre de payer, par exemple, les instituteurs à la fin du mois, ou de faire face aux imprévus, mais sans que ça soit dans la maison. Donc l'objectif numéro 6, l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable. Objectif numéro 7, accès de tous à des services énergiques fiables et modernes à un coût abordable. Et le 8, accès à un travail décent et à la formation. Donc ça, c'est à la fois l'équipe elle-même de l'USE et puis ceux qui peuvent travailler plus ponctuellement. Donc c'est pour réaliser ces objectifs un peu partout, pour y contribuer significativement en fait, qu'on veut diffuser cette innovation dans le reste du pays. Alors pour la phase pilote, l'objectif c'est d'optimiser les choix techniques et socio-économiques, donc vraiment le choix du matériel et quoi faire avec, et calculer, donc on a mis retour sur investissement, même si là on n'a pas un investissement à rembourser, mais calculer en tout cas les recettes d'une USE type sur une année. Alors on a déjà des améliorations qui sont en cours. On veut optimiser la gestion de l'énergie et notamment supprimer la dissipation. Je disais tout à l'heure, si le bâtiment n'utilise pas toute l'énergie, on dissipe dans le fleuve. Et en fait, on est en train de travailler sur un petit système pour que le dissiper dans le fleuve, on puisse démarrer automatiquement des équipements, par exemple des pompes ou des appareils qui font du séchage. Et ça permettrait donc d'avoir, si c'est des pompes, dès qu'il y a trop d'énergie, on pompe de l'eau, on la met en hauteur, et après ça peut servir pour le maraîchage, la pisciculture, tout ce qu'on veut. C'est impossible de stocker l'énergie entre autres. Alors, il y a des batteries déjà qui le font. Alors oui, effectivement, il y a quelques batteries, celles qui servent à créer le réseau 50 Hz et à faire face aux appels du courant. Mais c'est un réservoir qui est fini. Donc, une fois que les batteries sont pleines et que l'hydrolienne continue à tourner, le système se protège et refuse l'énergie parce que sinon elles explosent en fait. Donc dès qu'ils arrivent à la tension seuil, là on peut régler ça, le courant est refusé. Et c'est ce refus-là qu'on veut plus, on ne veut pas renvoyer le courant vers l'hydrolienne, on voudrait automatiquement allumer d'autres équipements. Parce que l'équipe de gestion, il y a des moments où ils dorment aussi, puis sur place, il y en a qu'un pour l'instant qui a vraiment bien compris. Et c'est pas forcément hyper simple, hein, les gardiens, ils ont... parfois, je pense qu'ils ont le niveau primaire. Donc, voilà, les calculs, ça ne suit pas forcément rapidement. Donc, il y a certaines opérations qu'on voudrait automatiser. Et ça, c'est ce qu'on va faire 2022-2023. Le projet est écrit, alors on cherche maintenant... on a une demande de financement en cours pour avoir... l'idéal, ce serait d'avoir une petite application sur tablette avec tous les équipements de l'USE, ils sont là. Et la personne qui gère, il n'a plus qu'à cliquer, il fait son choix, et le système lui dit si c'est possible ou pas possible. Alors pour l'instant, on a déjà une combox dans le local technique qui relève instantanément toutes les données de production et de consommation d'énergie, et c'est connecté avec Schneider Electric à Grenoble et avec ma tablette quand j'en aurai une. Donc c'est possible d'avoir que le gestionnaire il ait ça. Il suffit de trouver un stagiaire qui va travailler pendant quelques mois. Donc sur le chronogramme, octobre 2021, donc mise en service. De novembre 2021 à mars 2022, on peut dire que c'était la phase de rodage, formation à la maintenance, mais avec déjà des productions, hein, puisque les fichiers c'était en novembre. Donc de mars à octobre 2022, ils vont mettre en place toutes les productions artisanales, les formations professionnelles, et on a une étude d'impact prévue en octobre.
Voilà. Alors, en 2023, on a comme objectif de faire 2 nouvelles USE alimentées par l'hydrolienne, respectivement sur le fleuve Niari et la rivière Lima, qui prennent en compte déjà toutes les optimisations qu'on aura définies sur ce projet-là. Et alors 2024-2028, pareil, le plan de diffusion, il est écrit, il est déposé à l'AFD. On aimerait faire 5 nouvelles USE par an, donc pour l'instant au niveau du Congo, éventuellement en RDC. Alors là, c'est donc le site du Niari. Je vais connecter ici. Voilà, donc Brazzaville, on est ici. Et le site qu'on a repéré, c'est là-bas, Kibangu, côté de Kibangu. Alors c'est un très bon endroit parce que le fleuve Niari, il coule vite. Là, sous le pont, il y a 15 mètres de profondeur. Et puis on peut accrocher l'hydrolienne au pont. Ça, c'est bien. On ne peut pas se mettre trop près, c'est turbulent, mais on a repéré déjà un endroit. Donc on a déjà fait l'étude de faisabilité en novembre 2019, des premières relevées de vitesse profondeur. Ça demande d'y retourner pour pouvoir adapter en fait notre modèle hydrolienne plus USE à ce nouveau contexte. Bon, c'est tout ce que j'avais écrit là d'ici. Et après, Bravo. je...